Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la politique de cohésion. Alors que 2018 marque le 30e anniversaire de cette politique, nous allons examiner comment la politique de cohésion a accompagné l'évolution de l'Union européenne ces 3 dernières décennies. En tant que principal outil de solidarité, la politique de cohésion vise à promouvoir et à soutenir le développement global des États membres. Elle vise non seulement les pays les plus pauvres, mais aussi les régions les plus pauvres des pays les plus riches de l'Union. Dans l'ensemble, toutes les régions européennes bénéficient de cette politique. Vous ne le savez peut-être pas, mais la politique de cohésion concerne votre vie quotidienne, notamment en matière d'emploi. Entre 2007 et 2013, cette politique a contribué à soutenir la création d'au moins 1 million d'emplois, alors que l'Union européenne était pourtant en pleine crise économique à ce moment-là. La politique de cohésion a aussi permis d'investir dans la recherche, dans l'innovation, dans les infrastructures de télécommunications ou dans les réseaux de distribution d'eau potable, par exemple. Pour commencer notre discussion, je suis très heureuse d'accueillir la commissaire européenne en charge de la politique régionale. Bonjour Corina Crețu. Madame la commissaire, pourquoi l'Europe a-t-elle besoin de cette politique ? Tout d'abord, je crois que c'est un moment historique pour la politique de cohésion. C'est un moment de fête et aussi un moment pour nous rappeler ce que signifie cette politique de solidarité en termes financiers. Vous venez d'évoquer l'impact de ces projets dans le domaine social et le domaine économique. Je pense que c'est un signal politique très fort. Juste avant l'adoption du prochain budget européen pour l'après-2020, il est important de rappeler que cette politique est la plus visible dans la vie des gens et qu'elle devrait continuer à aider non seulement les régions pauvres, comme vous l'avez dit, mais aussi les régions riches. Car vous le savez bien, il existe encore des poches de pauvreté et de chômage. Nous devons donc être plus forts. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités et merci à vous tous d'être ici. Solidar. So thank you very much for inviting us and thank you for all of you for being here. Effectivement, merci à vous tous d'être ici. Je suis ravie à présent d'inviter à ce débat le Premier ministre portugais, António Costa, pour entrer dans le vif du sujet. Hello. 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 Monsieur le Premier ministre, parlez-nous des réalisations de la politique de cohésion au Portugal. Eh bien, c'est très difficile de résumer en 2 minutes 30 ans de politique de cohésion au Portugal. Mais cette politique a produit des résultats concrets, comme sur la mortalité infantile. Quand nous avons rejoint l'Union européenne en 1986, notre taux de mortalité infantile était de 20% au-dessus de la moyenne européenne. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en dessous de cette moyenne. L'écart économique entre les régions les plus riches et les plus pauvres a été réduit de 70%. Et nous avions ce déficit structurel en termes d'éducation dans notre pays, un déficit de formation et de compétences techniques. Nous nous sommes améliorés, et ce en dépit de la crise, de l'austérité. Entre 2004 et 2016, nous sommes parvenus à réduire le taux de décrochage scolaire de 35 à 12,6%. Et la population aujourd'hui, âgée de 30 à 34 ans, ayant eu accès à l'université, est passée de 17,5% à 35%. Cela veut dire que, malgré les difficultés économiques qu'on traverse, et malgré le fait que nous devons encore nous adapter, avec l'euro, avec l'élargissement de l'Union, la politique de cohésion a été cruciale pour transformer le Portugal en un pays plus développé et plus harmonieux. Madame la commissaire, le Portugal est un exemple tout à fait intéressant, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est aussi un très bon exemple concernant la manière dont le Portugal utilise les fonds européens. L'une de mes premières visites, lorsque je suis devenue commissaire, c'était au Portugal parce que c'était le seul pays qui utilisait tous les fonds 1 an avant la fin du programme. Le pays dépense donc très bien ses fonds, mais les investit surtout dans des programmes de haute qualité. Je voudrais maintenant inviter sur ce plateau notre invité spécial, le président du Parlement européen, Antonio Tajani. Merci de nous rejoindre. Buongiorno.
António. Tudo bem? Tudo bem. Monsieur le Président, nous venons d'entendre l'exemple du Portugal. Quel est le rôle de la politique de cohésion dans la construction de l'Union européenne? La politique de cohésion est cruciale. C'était crucial dans le passé, c'est crucial aujourd'hui et c'est crucial pour l'avenir. Dans le passé, de nombreux pays confrontés à différents problèmes ont constaté que les fonds de cohésion fonctionnaient très bien en faveur des citoyens européens. De même, dans les nouveaux pays entrés en Europe, en provenance de l'Est, les fonds de cohésion ont été cruciaux pour leur participation, parce que la situation économique est cruciale. Si vous voulez être un acteur qui compte à Bruxelles, nous devons avoir une position économique forte. Je pense qu'avec les fonds de cohésion, de nombreux pays, et notamment les nouveaux pays qui sont entrés dans l'Union, sont aujourd'hui les protagonistes de l'Europe d'aujourd'hui. Mais je veux être très clair. Si les fonds de cohésion sont un symbole de solidarité, la solidarité ne signifie pas seulement bénéficier de la solidarité. La solidarité, c'est aussi aider les autres pays quand on a besoin de solidarité dans ces pays. Lorsque des pays comme l'Italie, l'Allemagne, la Grèce ont besoin d'aide en matière d'immigration, nous avons besoin de solidarité de la part des pays qui bénéficient des fonds de cohésion. Nous, les Italiens, qui payons beaucoup d'argent pour les fonds de cohésion dans d'autres pays, maintenant, nous avons besoin de solidarité à l'égard des réfugiés. Il est inacceptable de recevoir de l'argent venant d'Italie, de Grèce, d'Allemagne et d'être contre la solidarité envers les réfugiés. Les fonds de cohésion sont l'étendard de la solidarité. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier et je voudrais remercier l'ensemble du Parlement européen pour son soutien à la politique de cohésion. Je pense que la solidarité devrait être à double sens. Je pense donc qu'il est très important de garder à l'esprit que si certains pays souhaitent avoir plus de politique de cohésion, plus d'argent pour les grandes infrastructures, ils doivent également faire preuve de solidarité en cas de besoin pour d'autres pays. Et je vois la politique de cohésion comme ce ciment qui nous unit. Je voudrais rajouter un mot sur ce qui vient d'être dit par M. Tajani. Les politiques de cohésion ne concernent pas seulement les réformes économiques. Elles sont profondément ancrées au sein des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Les politiques de cohésion nous ont permis d'atteindre des villes, des rues dans tous les coins du territoire européen. Elles représentent le lien le plus fort entre l'Union européenne et ses citoyens. À présent, je voudrais vous dire que nous avons un message vidéo du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Jetons un coup d'œil et on poursuit la discussion. Chers amis, je suis navré de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Mais je peux vous assurer qu'avec Corina, vous ainsi que les régions européennes êtes dans de bonnes mains. 2018 est une année charnière pour la politique de cohésion de l'Europe et je le dis pour deux raisons. Premièrement, la politique de cohésion a 30 ans cette année. C'est le moment de célébrer son rôle unique. Par essence, la politique de cohésion consiste à s'assurer que les chances dans la vie, en Europe, ne sont pas dictées par une sorte de loterie liée à votre code postal ou à votre lieu de naissance. Il s'agit à la fois de solidarité et d'égalité des chances pour les Européens. Et en tant que tel, c'est un moteur de notre économie. La politique de cohésion fournit 8,5% de l'investissement public dans notre Union.
De 2013 à 2020, elle soutiendra 1,1 million de petites entreprises. Elle aidera plus de 7 millions de personnes à trouver un emploi et près de 9 millions de personnes à acquérir de nouvelles qualifications. Mais la politique de cohésion, ce ne sont pas que des millions et des milliards. Il s'agit d'être là pour les citoyens européens là où cela compte, de s'assurer que personne n'est laissé pour compte, d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Mais la deuxième raison pour laquelle je dis qu'il s'agit d'une année charnière pour la politique de cohésion est que nous devons décider de la manière dont le nouveau budget européen va évoluer après 2020. Il s'agit d'un exercice hautement politique et pas seulement une question de comptabilité. Il s'agit de choisir le type d'orientation dont nous voulons et de nous doter des ressources dont nous avons besoin pour y parvenir. Le budget doit être ambitieux, flexible, bien sûr, et axé sur des domaines dans lesquels les fonds européens peuvent apporter une véritable valeur ajoutée. Cela signifie que lorsqu'il s'agit des régions, nous devons nous poser des questions difficiles. Voulons-nous maintenir le soutien à tous les pays et à toutes les régions ? Ou bien voulons-nous nous concentrer uniquement sur les régions moins développées où les besoins sont les plus aigus ? Un tel changement peut être bon marché, mais dans la pratique, cela signifierait que de nombreuses régions et de pays comme la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande et d'autres pays perdraient des financements. Chaque option a un prix et des implications pour le budget européen global et pour les économies et les communautés locales. C'est le genre de questions que vous devriez vous poser durant votre débat. Mais quelle que soit l'issue des discussions, la politique de cohésion de l'Europe doit continuer à être à la hauteur de son potentiel, comme elle l'a été au cours des 30 dernières années. C'est ma ferme conviction et mon engagement indéfectible envers vous tous. Nous venons donc d'entendre Jean-Claude Juncker, ses convictions, son engagement pour l'avenir de la politique de cohésion. Il a donné un signal très fort en faveur de la politique de cohésion, mais il a aussi été très direct en nous disant à quel point la situation sera difficile sans nos amis du Royaume-Uni pour trouver un compromis. Ce compromis sera très difficile parce que nous devons aussi choisir ce que nous voulons faire avec les financements. Nous avons de nouvelles priorités, le président Tajani l'a déjà mentionné, comme l'immigration, mais aussi la défense, l'armement européen, le contrôle transfrontalier. Ce sont des domaines dans lesquels l'Union européenne n'avait jusqu'à présent aucune contribution. Mais nous devons maintenant décider de la manière d'intégrer ces nouvelles priorités dans l'UE après 2020. Je suis tout à fait d'accord avec la commissaire Crețu. Sur le choix politique, le 2 mai, la Commission européenne présentera le prochain cadre multinational. Nous devons décider des objectifs politiques. Bien sûr, nous devons travailler contre l'immigration clandestine, en faveur de la sécurité, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne. Nous devons lutter contre le chômage des jeunes. Si nous voulons arrêter le populisme, nous devons prendre des décisions sur ces 3 points politiques les plus importants. Nous devons utiliser l'argent pour atteindre ces objectifs. Et la politique de cohésion est un instrument pour atteindre ces objectifs. Pour cela, nous devons mettre de l'argent dans la politique de cohésion. Mais nous avons également besoin de règles, car la politique de cohésion n'est pas un cadeau. Moi, je crois dans la politique de cohésion. Il faut la valoriser, il faut la soutenir, mais il faut aussi dire à ceux qui reçoivent l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les buts politiques? Parce que ce n'est pas l'argent privé, c'est l'argent de nos concitoyens européens.
Avant de parler de l'avenir et à la façon d'en discuter, la commissaire Crețu a invité ses prédécesseurs à évoquer comment la politique de cohésion, en tant que réalisation majeure à la construction européenne, a inspiré leur mandat. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais ceux qui ne sont pas là nous ont adressé un message vidéo. Et le premier message nous vient de Monica Wulf-Mathies, qui a été commissaire à la politique régionale de 1994 à 1999. On l'écoute. 1994 to 1999. Let's take a look. L'une des réalisations a été le brillant sommet de 1999, au cours duquel les États membres se sont mis d'accord sur les perspectives financières pour les années suivantes. Et le plus important pour moi, c'est que nous ayons pu obtenir les fonds structurels en tant que moyen puissant de soutenir la cohésion économique et sociale, et que nous sommes parvenus à contrer les efforts des États membres pour réduire le financement. Ce qui est également important, c'est que nous nous soyons mis d'accord sur une réforme des fonds structurels, en décidant de concentrer d'une part tous les moyens sur les régions les plus pauvres, tout en aidant d'autre part les régions les moins pauvres à sortir progressivement de ces aides, en montrant ainsi que leurs financements structurels ont vraiment réussi. Thereby showing that structural funding really was successful. And I hope that we will continue. Et j'espère que nous allons continuer dans cette voie. En regardant cette image, Michel, je vous vois diriger la symphonie du millénaire de Berlin. Et j'espère que nous sommes tous les deux en mesure de sécuriser les fonds structurels pour l'avenir. Je suis ravie de vous avoir revu. Nice meeting you again. C'est le moment pour Michel Barnier de se joindre à nous. Vous avez été commissaire en charge de la politique régionale et des réformes des institutions européennes de 1999 à 2004. Vous avez également été commissaire en charge du marché intérieur de 2010 à 2014. S'il vous plaît, partagez avec nous votre expérience. Il n'y a pas d'obligation à parler en anglais. Non, non. Mais vous pouvez parler aussi en portugais. Je crois que nous devons donner la preuve que la diversité culturelle qui est à la base de la politique de cohésion est toujours d'actualité. Donc, je vais passer au français. Il y a une phrase dont je me souviens, dans le premier rapport sur le changement climatique des Nations Unies en 92, on parlait de l'environnement à l'époque, qui était rédigé par l'ancien Premier ministre Gro Harlem Brundtland de Norvège, qui disait « penser globalement, agir localement ». Et derrière cette belle politique, qui est pour moi une des plus belles politiques européennes, celle de la cohésion, il y a à la fois une pensée globale et des actions locales. Dans mon mandat, j'ai eu, comme toi aujourd'hui, à préparer la future perspective budgétaire. Et je rappelle cela parce qu'au nom de cette pensée globale, je me suis battu avec toutes les équipes de la DG Régio, que je remercie rétrospectivement, et le Parlement européen, pour sauvegarder la politique régionale. Et parce qu'à l'époque, dans les années 2000, il y a eu un débat avec des rapports économiques mettant en cause la politique régionale, disant qu'elle n'était pas utile dans toutes les régions, avec l'aide d'associations comme la CRPM et d'autres. On a fait monter des idées. Et l'une des idées, c'était, Antonio, c'était de mettre en cohérence la future politique régionale avec l'agenda de Lisbonne. Et on a qualifié la politique régionale. On a décidé de la focuser sur les grands enjeux européens. Et voilà comment on a pu, avec une idée simple, qui est venue de la base, en bottom-up, sauvegarder la politique. J'ai le souvenir, par exemple, qui me rapproche de la mission qui m'a été confiée en ce moment pour gérer le plus intelligemment possible le Brexit, c'est le Peace Fund en Irlande et en Irlande du Nord. Mon prédécesseur, Monica Wulf-Mathies, avait initié ce programme Peace pour encourager le dialogue, la paix, la coopération nord-sud entre des communautés qui avaient mené un conflit terrible entre elles. Et ce que j'ai fait, moi, c'est de lancer la deuxième génération du programme Peace
pour le mettre dans le mainstream du budget européen et la sauvegarder. Et tous mes successeurs ont continué jusqu'à aujourd'hui où nous pourrons nous poser la question, puisque les Britanniques veulent quitter le marché unique, quitter l'Union européenne, quitter nos politiques. Moi, je souhaite, et je l'ai dit à toutes ces communautés, que le programme PEACE puisse continuer comme un outil. Pourquoi je vous dis ça avec un peu d'émotion, c'est que lorsque j'étais commissaire, ma première visite, ça a été pour Belfast. Et à Belfast, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnalités qui ont eu le prix Nobel. John Hume d'un côté et David Trimble de l'autre. John Hume est décédé depuis. Et tous les deux m'ont dit dans cette visite à Belfast la même chose, avec les mêmes mots, dans deux endroits différents. Ils m'ont dit, nous nous sommes mis ensemble autour de la table pour établir la paix. Ce n'est pas d'abord grâce à Londres, ce n'est pas d'abord grâce à Dublin, ce n'est pas d'abord grâce à Belfast, c'est grâce à Bruxelles. Voilà. Et je n'ai jamais oublié cette phrase. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Sur ce point, j'aimerais inviter la commissaire européenne qui a succédé à Michel Barnier à nous rejoindre maintenant. J'accueille Danuta Hübner, commissaire européenne à la politique régionale de 2004 à 2009. Excusez-moi, mais je dois vous quitter. Mais avant de partir, je voudrais remercier la commissaire Crețu d'avoir aidé mon pays après le terrible tremblement de terre. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour ce que vous avez fait pour mon pays, pour l'aide que vous avez apportée si rapidement aux populations touchées par le tremblement de terre qui a dévasté le centre de l'Italie en 2016. Vous avez toujours été disponible et prête à aider les populations en difficulté et à faire tout ce qui était en votre pouvoir pour résoudre chaque problème administratif. Et je voulais vous remercier dans ma langue maternelle. Grazie di cuore. Danuta Hübner, vous étiez donc commissaire en charge de la politique régionale de 2004 à 2009. En quoi la politique de cohésion a-t-elle influé sur l'Union européenne durant votre mandat? Quand je suis devenue commissaire, c'était un moment très spécial pour l'Europe car il venait tout juste d'y avoir un grand élargissement. Les 10 nouveaux membres de l'Union arrivaient alors chacun avec leurs particularités. Je crois que c'est important de se souvenir que la politique de cohésion a permis à l'agenda de Lisbonne de s'ouvrir à toutes les régions européennes. Et pas seulement aux régions riches, comme c'était la tendance jusqu'alors. Ensuite, je voudrais aussi souligner qu'il y a eu une renaissance, en particulier lors du sommet de Rotterdam en décembre 2004, il me semble. Il y a eu aussi ce moment où nous sommes parvenus à rapprocher les enjeux sociaux, économiques et territoriaux. On a parfois cru qu'on avait trop de pays membres pauvres et qu'on avait besoin de plus d'argent. Puis, on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner plus d'argent en introduisant l'innovation. C'est à ce moment-là qu'on a modernisé notre politique en créant les instruments financiers qu'on utilise encore aujourd'hui. Et je voudrais aussi dire une chose. De la même manière que Michel le faisait, que Monica l'a fait aussi, je me suis rendue dans les régions. J'en ai visité plus de 240. Je l'ai fait car j'entendais très souvent qu'il y avait des endroits, des régions et des villes en Europe où personne de Bruxelles ne venait jamais. C'était quelque chose qui me semblait primordial. Et bien sûr, il y avait toujours le combat habituel, vous savez, celui de convaincre que la politique de cohésion était nécessaire pour l'Europe. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes assez pressé, mais je vous demande encore quelques minutes, car j'aimerais vous faire écouter un message vidéo sur les changements et les ajustements de la politique de cohésion entre 2010 et 2014. C'est un message de Johannes Hahn, ancien commissaire européen en charge de la politique régionale et aujourd'hui chargé de la politique de voisinage et de l'élargissement. En général, je considère la transformation de la politique régionale en une véritable politique d'investissement comme le succès de mon mandat.
En ce qui concerne les autres acquis politiques, je mentionnerai le projet d'industrie numérique Smart Space, la réforme de l'Union européenne, le Fonds de solidarité, le renforcement de la coopération aux frontières et l'établissement d'une politique urbaine comme pilier central de notre politique régionale. L'une des choses les plus remarquables que j'ai pu instaurer durant mon mandat, c'est ce Peace Bridge, le pont de la paix, dont vous pouvez voir ici une maquette. C'est un pont piéton et cycliste qui passe au-dessus de la rivière Foyle à Derry, en Irlande du Nord, et que j'ai eu l'honneur d'inaugurer en juin 2011. Ce pont crée un lien physique entre les zones protestantes et catholiques. Cela permet de casser la ségrégation sectaire et d'accroître les échanges et donc la compréhension entre les communautés. J'encourage les citoyens et les politiques du reste de l'Europe à étudier et à aller voir ce projet, car c'est un exemple concret et puissant de réconciliation réussie. Et c'est aussi une manière de nous rappeler pourquoi il faut protéger la frontière fragile entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, même après le Brexit. C'était donc le message de Johannes Hahn. Avant que les commissaires ne s'en aillent, je voudrais dire combien je suis reconnaissante de voir à quel point vous êtes encore passionnés par la politique de cohésion. Je voudrais vous remercier parce que, comme vous l'avez souligné, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire seul de son côté. Donc nous allons d'une commission à une autre en poursuivant sur les bases que nous avons fondées. La coopération transfrontalière s'est faite depuis Bruxelles et pour nous, c'est vraiment important de préserver cette dimension qui nous rapproche et de se rendre sur place dans les régions. Il y a 290 régions, comme Danuta l'a dit, c'est vraiment crucial. Vous avez augmenté le nombre de régions. Je ne sais pas comment vous avez fait. Parce que nous avons de nouveaux États membres. Michel Barnier, Danuta Hübner, merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences avec nous. Merci, nous savons que vous devez nous quitter à présent. Bientôt. Commissaire Crețu, nous avons déjà pu entendre vos prédécesseurs, c'est maintenant votre tour. Comme je le disais au tout début, la première priorité était de rendre cette politique plus simple et plus accessible pour ceux qui en bénéficient. C'était mon premier objectif. Et dès les premiers mois de mon mandat, nous avons instauré un groupe dédié à cette mission de simplification. Car comme l'a dit le président Tajani, il s'agit d'argent public. Donc nous devons équilibrer entre la simplification et le contrôle de cet argent. To have this balance between the simplification and control of how the money are used. Then we had concentrated on the Ensuite, nous nous sommes concentrés sur les régions en retard. Car d'après nos études, certaines régions se sont très bien adaptées à la mondialisation en termes de recherche et d'innovation. Mais il y a encore des régions qui stagnent. Et ce, malgré les fonds européens qu'ils reçoivent. D'après nos estimations, certaines régions sont toujours en dessous du niveau qu'elles connaissaient avant la crise. Je pense que cette politique de cohésion a permis à l'Europe de rester unie face à la crise. Je pense que nous avons beaucoup accompli grâce à une spécialisation intelligente, en passant des infrastructures à plus de recherche et d'innovation au service des petites et moyennes entreprises qui sont le moteur de toute économie. Je voudrais maintenant que nous nous intéressions à un exemple concret en matière de politique de cohésion. Euronews s'est rendu en Finlande, à Tampere, dans le sud du pays, pour constater les effets de cette politique. Pour bien comprendre comment est mise en œuvre la politique de cohésion sociale de l'Union européenne et quel impact tout cela
assure une économie régionale. Nous sommes ici à Tampere, c'est la deuxième ville de Finlande. Et vous allez voir, on a uni les forces pour élaborer un nouveau modèle économique basé sur une stratégie dite de spécialisation intelligente. Regardez. Miser sur le formidable potentiel de l'impression 3D pour redynamiser cette région, historiquement poumon industriel de Finlande. C'était l'objectif d'un projet cofinancé grâce à des fonds de la politique de cohésion mis en route en 2015. Il regroupe des universités, des écoles professionnelles ainsi qu'une centaine d'entreprises de la région. Dans cette région, nous avons de nombreuses industries exportatrices de technologies dans le secteur de l'impression 3D. Cela les rend compétitives et leur permet d'être présentes sur les marchés internationaux. L'objectif, c'était aussi de maîtriser l'ensemble des champs d'application de l'impression 3D, ainsi que les différentes techniques, plastiques bien sûr, mais aussi métal et céramique. Ce laboratoire de recherche et développement a été spécialement créé pour tester les innovations des entreprises. Et ça fonctionne. Par exemple, Antti a développé un couteau unique au monde. La lame est de conception traditionnelle. L'impression 3D permet de réaliser un manche en titane personnalisé aux formes de la main de l'utilisateur. Les fabricants peuvent faire de meilleurs produits. Ils peuvent parvenir à alléger leur structure et être plus performants avec plus de sécurité. Une commercialisation rapide, les premiers retours de clients excellents. 2 embauches prévues pour Antti, l'écosystème a parfaitement joué son rôle. J'ai pu discuter personnellement des paramètres, des résultats des tests, du type de pièces que nous avons produites. Ce projet a aussi considérablement fait évoluer le niveau de formation. Cette jeune fille est en stage dans cette PME, l'une des plus importantes sociétés d'impression 3D d'Europe du Nord. Une opportunité unique. Cela fait partie de notre programme d'études et demain cela pourrait nous aider à trouver un emploi. Grâce à la spécialisation intelligente, la région de Tampere a su faire face à la crise et est entrée dans une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a aussi des entreprises qui investissent dans la région de Tampere, qui investissent beaucoup plus d'argent pour leur site de production, et nous sommes heureux de penser que nous en faisons partie. Ceci est seulement l'un des projets soutenus par la politique de cohésion et nous allons maintenant nous connecter avec Karin Van Gaal, la maire de Stockholm. Bonjour. Hello, good afternoon. La Suède est l'un des pays les plus riches de l'Union européenne si l'on regarde le PIB par habitant. Pourquoi l'UE devrait-elle continuer à investir dans votre ville et dans les autres villes européennes ? Merci. Laissez-moi vous éclairer sur 2 points en particulier. Le premier, à Stockholm, les projets financés par les fonds européens sont souvent les liens les plus visibles entre les citoyens et l'Union. C'est un lien très important et il ne doit pas être ignoré. En tant que maire d'une des villes européennes les plus innovantes et en tant que vice-présidente d'Eurocities, je sais à quel point l'Union européenne a été bénéfique pour Stockholm et pour les autres villes. Et à quel point une union forte et stable est importante pour notre futur. Mais ces bénéfices ne sont pas toujours clairs pour nos citoyens. La politique de cohésion est l'expression la plus concrète de la solidarité européenne. Et au vu du climat politique actuel, une politique commune de cohésion pour toutes les villes et les régions est sans doute plus importante que jamais. A shared cohesion policy for all cities and regions may be more important than ever. And second, regarding the Et deuxièmement, concernant l'agenda urbain. À mon avis, les villes ont un rôle essentiel à jouer en ce qui concerne le développement des politiques européennes. Particulièrement aujourd'hui, avec des inégalités croissantes et un manque de confiance générale envers les hommes politiques pour résoudre les problèmes.
Pour les gouvernements, les villes représentent l'échelle la plus proche des citoyens. Des villes comme Stockholm peuvent fournir des informations vitales aux leaders nationaux et européens. Avec notre expertise, nous pouvons imaginer une loi plus efficace et obtenir des résultats significatifs. Des résultats concrets qui aideront nos citoyens à aborder leurs défis quotidiens. C'est aussi ce dont l'Union a besoin pour renouer le lien avec ses citoyens. Help our citizens to tackle their daily challenges. That is also what is needed to help the EU reconnect with its citizens. Thank you very much. Merci beaucoup, Karin Van Gaart, maire de Stockholm, d'avoir été avec nous. Thank you for being here with us. Thank you so much. Thank you. And I would like to invite J'invite maintenant Karl-Heinz Lamberts, président du Comité européen des régions, à nous rejoindre. Vous avez suivi le débat avec nous. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis vraiment enthousiasmé. D'abord, je suis très heureux d'avoir revu 3 commissaires anciens avec lesquels j'ai pu travailler longtemps dans le passé. Et j'ai aussi vu à quel point tout le monde s'engage pour cette politique de cohésion. En effet, certains disent parfois que la politique de cohésion, c'est une politique du passé. C'est vrai, le passé a été plein de succès. Mais la politique de cohésion, c'est surtout une politique de l'avenir. Parce qu'elle a prouvé comment, ensemble, l'Union, les États et les régions et les villes peuvent réaliser des projets qui vont dans un même sens, qui convergent vers un développement. Et les grands défis de demain doivent à nouveau être pris en main de la même façon. C'est pour ça que nous avons plus que jamais aujourd'hui besoin d'une forte politique de cohésion, comme ça a été dit d'ailleurs, à laquelle toutes les régions et villes puissent participer. Nous travaillons ensemble pour partager nos bonnes pratiques. Selon moi, c'est même plus important que l'argent dans certains cas. Nous avons des pays comme le Portugal, la Belgique ou l'Allemagne qui utilisent cet argent depuis 45 ans. L'histoire répondra à cette question. À quoi ressembleront les pays d'Europe de l'Est s'ils utilisent cet argent durant autant d'années? Mais en même temps, nous devons être solidaires et échanger nos bonnes pratiques pour utiliser ces fonds européens. Je crois que cette alliance pour la cohésion, c'est un vrai phénomène. Les gens sont vraiment convaincus que par la politique de cohésion et leur contribution, ils peuvent faire quelque chose d'utile pour leur population et quelque chose d'utile aussi pour l'Europe. Et je crois que ça, c'est décisif. Il faut faire comprendre à tout le monde que l'Europe, ce n'est pas Bruxelles, bien que ça soit bien ici aussi, pas Luxembourg et pas Strasbourg. L'Europe, c'est là où vivent les citoyennes et les citoyens européens, dans leur village, dans leur ville, dans leur région. Et la politique de cohésion est justement une politique qui peut être réalisée, mise en œuvre, implémentée là-bas. Et c'est là où on peut faire la preuve A plus B que l'Union européenne a une vraie valeur ajoutée. Merci beaucoup, Monsieur Costa. Un commentaire? La politique de cohésion doit se concentrer sur les citoyens et cela doit devenir un véritable outil pour le développement social. Mais en même temps, elle ne doit pas perdre sa caractéristique fondamentale, à savoir sa capacité de travailler avec les gouvernements à tous les niveaux, que ce soit avec les régions, les villes ou les assemblées locales. Ce sont des éléments essentiels pour une gouvernance européenne. Je voudrais remercier la commissaire Crețu, son aptitude incroyable à nous rassembler, les gouvernements nationaux, les comités régionaux, les hommes politiques locaux et régionaux, les populations en général, parce que nous ne voulons pas que l'Europe perde tous les bénéfices qu'elle a produits et il faut qu'elle se développe encore. Cela veut dire clairement qu'il faut renforcer la politique de cohésion.
Bien sûr, nous sommes conscients de la nécessité de nous moderniser. Nous devons être plus flexibles. Nous devons être en mesure de réagir aux chocs et aux crises qui peuvent survenir à tout moment. Mais en même temps, nous devons préserver ce que nous avons construit au fil des ans. Je pense donc vraiment que le message est que nous avons besoin de cohésion, plus que jamais. Merci encore une fois à vous tous. Thank you very much. And on this note, merci beaucoup, merci Madame la Commissaire, merci à vous, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président d'avoir été avec nous et merci à tous ceux qui ont assisté à ce débat à l'Atelier des Tanneurs et merci à tous d'avoir regardé cette émission. À bientôt. Thank you. On this note, goodbye. Thank you, Sasha.